Alors, Shalom Aleichem, voilà, après ce presque long mois d'arrêt, de vacances, oui, c'est un bonheur de se retrouver, merci beaucoup, le bonheur est également pour moi, Bezrat Hashem, pour partager des livrets Torah, on se retrouve le jeudi soir, Baruch Hashem, et ça fait plaisir de retrouver tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, pour tout le monde, pour vous tous, pour tout le clan Israël, Amen, Kenye Ratson. Et un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour la reprise. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais Baruch Hashem, on est là, Ishtabach Shemo Mizmor les Tola, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et sans plus tarder, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Parashat Kitetse. Au Perek Chav Dalet, Chav Gimel, au 23e chapitre de la Parasha, il y a un pasouk, Perek Chav Gimel, pasouk Dalet, qui dit Lo yavo Amoni ou Moavi bikhal Hashem. Le peuple de Ammon et de Moab ne peuvent pas venir rentrer littéralement dans la communauté d'Hachem. Il explique, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire ne pas venir dans la communauté d'Hachem? Ça veut dire l'oïssa israélite. C'est-à-dire que si un non-juif du peuple de Ammon et Moab se convertit au judaïsme, comme on dit aujourd'hui, à la Torah, il devient un guerre. Il sera donc tenu, bien évidemment, de toutes les mitzvot de la Torah, mais il ne pourra pas épouser une Israélite. Il pourra épouser seulement, comme lui, une convertie de Ammon et Moab. Gam dorasiri lo yavolaem mikal Hashem ad olam, et la Torah dit que ce converti, cette interdiction qu'il a d'épouser une Israélite, le concerne lui et toute sa descendance, même la 10e génération, ad olam, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que tous les descendants de ce Ammoni ou de ce Moavi ne peuvent pas épouser de Israélites. C'est-à-dire ils ne pourront pas épouser une jeune fille, une femme, qui est issue de parents Israël, père et mère Israël. Ravolbe, dans Aléchour Chelek Aleph, fait un premier constat intéressant et important. La Torah a employé le verbe loyavo bikhal Hashem. Il ne pourra pas rentrer dans le kahal Hashem, dans la communauté d'Hashem. Et Rashi explique, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas épouser une Israélite. C'est-à-dire que le mariage, dans la Torah, s'appelle kahal Hashem, la communauté d'Hashem. C'est-à-dire que pour pouvoir épouser une Israélite, il y a des conditions. Et Ammon et Moab ne respectent pas ces conditions ou cette condition. Quelle est la condition du mariage? Une des conditions, parce qu'avant il y a le passou qui parle du mamzer, il y en a d'autres qui ne peuvent pas épouser, mais en tout cas, quelle notion nous apprenons de Ammon et Moab? Quelle notion nous apprenons d'eux qui va être une condition sine qua non au mariage? Nous allons le voir tout de suite. Vous comprenez, la Torah, elle dit un converti de Ammon et Moab ne peut pas épouser une bat Israël. S'il ne peut pas épouser, c'est-à-dire il s'est converti, il est devenu un bon juif à faire Shabbat, toute la Torah, toutes les mitzvot, mais il ne peut pas épouser une Israélite. Parce que pour épouser une Israélite, ça ne suffit pas d'être juif. Ça ne suffit pas d'être converti. Avançons. Le verset suivant, la Torah dit
Parce que al devar asher lo kidmu etrem balechem ou babaim baderech betzetechem imitzraim. La Torah dit pourquoi ce Ammoni et ce Moavi ne peuvent pas épouser une Israélite. C'est parce que les ancêtres de Ammon et Moab ne nous ont pas accueillis lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons traversé le désert et lorsque nous sommes passés devant Ammon et Moab, ils ne nous ont pas devancés, ils ne nous ont pas accueillis en nous proposant du pain et de l'eau. Baderer dans le chemin, Betzetechem Mitzraïm. Donc la Torah dit, Ammon et Moab ne peuvent pas épouser une Bat Israël parce que les ancêtres de Ammon et Moab ne nous ont pas accueillis. Donc il y a des millénaires en arrière où les ancêtres de Ammon et Moab ne nous ont pas accueillis, ne nous ont pas proposé de l'eau, du pain et de l'eau. Déjà, cette raison, il faut la comprendre. C'est quoi le problème? Le verset continue. Va'asher sachar alecha et Bil'am ben Beor mi Petor Aram na'araim lekaleleka. Parce que ce peuple, au moins Moab, a payé, a loué l'exercice de Bil'am de maudire le peuple d'Israël. Donc la Torah nous donne deux raisons pourquoi un Ammoni Moavi ne peut pas épouser une Bat Israël. Et elle dit parce que, premièrement, les ancêtres de Ammon et Moab ne nous ont pas proposé de l'eau et du pain lorsque nous avons traversé le désert. Et deuxièmement, parce qu'ils ont payé les services de Bil'am de nous maudire. Alors, en première réflexion, il y a ici des notions fondamentales qui s'appellent donner du pain et de l'eau et qui s'appellent bénir. Ces notions fondamentales s'inscrivent dans la structure du couple d'Israël. Celui qui ne répond pas à ces deux conditions, il ne peut pas épouser une Bat Israël. C'est-à-dire que le couple Israël est basé, il se forme, il se bâtit sur ces deux conditions. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ce que nous apprenons de Ammon et Moab, ces deux conditions s'appellent donner à boire et à manger et bénir. C'est intéressant parce que le couple se joue dans l'Echem et Maïm à travers le repas. Le Chida rappelle que la femme dans la Torah est appelée le pain, l'Echem. Comme on le voit dans Yosef, bon, il y a des textes qui nous le disent. Et le repas, c'est un moment important qui s'inscrit dans l'histoire du couple, que nous retrouvons par exemple dans Ilchot Nida. On sait qu'une femme, lorsqu'elle est dans sa période de Nida, et elle prend un repas avec son mari, les Chachamim dans Masechet Shabbat et le Shulchan Aruch dans Yoredea nous disent qu'il faut mettre sur la table, s'ils sont seuls, on ne parle pas qu'il y a d'autres personnes, les enfants, les amis ou des invités, ils sont seuls, monsieur, madame sont seuls, il faudra mettre sur la table un objet qui n'est pas lié au repas pour se rappeler que madame est Nida. Et donc le couple est interdit parce que le repas, c'est un moment d'intimité qui peut rapprocher monsieur et madame, ce qui est interdit dans la période dite de Nida. La deuxième notion qui est importante dans le couple, c'est bénédiction, malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un premier temps, ce qui sort de ta bouche, monsieur ou madame, ce qui sort de la bouche de chacun, doit être tout le temps synonyme de bracha à sa femme, à son mari. On ne parle qu'en termes de souhait, de bracha, de bon souhait, de bénédiction. On ne, chasve shalom, prononce pas des malédictions, des paroles qui peuvent nuire à ce que je vais faire,
ma femme n'a pas le droit de me dire des paroles négatives et vice-versa. Moi aussi, monsieur, vis-à-vis de ma femme, je dois faire attention comment je lui parle. Ces deux notions, qu'on va simplifier en disant le repas et la parole dans le couple, le RP du couple, repas et parole, sont deux notions auxquelles Ammon et Moab ont failli. Ils ont failli là-dedans. Et donc, tu peux pas te marier avec une Bat Israël si tu sais pas te tenir à table et si tu sais pas parler de façon bénéfique, bracha, bénédiction, positif, etc., etc. Ça, c'est le premier point qu'on peut facilement déduire de notre verset. Comprenons bien j'ai lu la question, je vais y arriver tout de suite, que lorsqu'un non-juif, très bonne question, je vais rebondir sur votre question, qu'un non-juif, un goy, une goya qui viennent se convertir, bien évidemment leur souhait, c'est d'épouser une Bat Israël, un Ben Israël. Ici, Ammon et Moab, monsieur, un goy de Ammon, du peuple de Ammon ou de Moab, ça ne concerne pas les femmes, c'est une Ammonite et Moabite peuvent épouser un Israël. C'est toute l'histoire de David Améler qui descend de Ruth à Moavia. Mais un non-juif du peuple de Ammon et Moab ne peut pas épouser une Bat Israël. Alors, il pourra épouser une convertie, il pourra épouser de Ammon ou Moab ou d'autres peuples, ça la Gemara. Et le Shulchan Aruch en discute longuement à la fin du 3e chapitre de Kiddushin et le Shulchan Aruch dans Even Haezer. Non pas qu'il ne peut pas se marier, mais il ne peut pas épouser une Bat Israël. C'est-à-dire que ces deux notions de repas, les Chem et Maïm, et la bracha, la façon dont on parle, ce sont des notions fondamentales qui font que si on ne les a pas, eh bien on ne peut pas épouser une Bat Israël. Alors vous posez une question très importante. Est-ce que ça veut dire que les midot sont, comme on dit aujourd'hui, génétiques? Il existe, effectivement, des midot génétiques. C'est ça qui est incroyable. Mais nous allons avancer un peu, nous allons voir de quel mida précisément il s'agit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses? Les femmes de Moab nous ont fait chuter, pourquoi les femmes? Tout ça, c'est une bonne question également. Les Mefarshim soulèvent ta question et ils vont expliquer le Kliyakar, notamment ils vont expliquer que ce qui était derrière tout ce que Ammon et Moab ont mis en place contre le clan Israël, c'était les hommes et non les femmes. Les femmes, elles étaient entre guillemets les outils pour que les hommes de Ammon, parce qu'elles n'avaient pas de problème avec Israël, c'est les hommes. C'est une très bonne question. On va essayer, Vinoam Hashem, grâce à vous, on va essayer d'affiner ces midotes qui sont écrites ici et qui sont majeures dans l'histoire du couple d'Israël. Tout d'abord, on peut simplement s'interroger pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous donner 2 raisons sur un interdit? C'est rare que la Torah explique le ta'am, la raison des mitzvot. C'est pas dit dans la Torah pourquoi tu dois mettre les téphilines. Oui, les téphilines, c'est écrit, pour rappeler la sortie d'Égypte. Mais sur les 613 mitzvot, toutes les lois de la cacheroute, par exemple, ou toutes les autres mitzvot qui sont inscrits dans la paracha de Kitetse, Chinois Haken, renvoyer la mer qui est sur le nid, etc. La Torah n'explique pas toujours, et lorsqu'elle l'explique, elle donne une raison. Ici, ce qui est frappant dans cette notion qui touche le couple d'Israël, la Torah a donné 2 raisons. C'est pourquoi Ammon et Moab ne peuvent pas épouser une Bat Israël. Premièrement, parce qu'ils ne nous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau. Et deuxièmement, parce qu'ils ont payé Bilham pour nous maudire. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous donner 2 raisons? Je ne sais pas si ça existe, j'ai un peu recherché. Je ne sais pas s'il existe une autre loi de la Torah où la Torah nous donne 2 raisons. Oui, on a Shabbat qui rappelle la sortie d'Égypte
et la création du monde, alors ça fera encore une mitzvah. Mais c'est pourquoi on a besoin. Même si on le trouve ailleurs, ça n'explique pas. Premièrement, c'est rare que la Torah donne deux explications sur une mitzvah. Et deuxièmement, même si ça n'aurait pas été rare, ça ne change rien au problème. Pourquoi faut-il deux raisons? Voilà, une raison n'est-elle pas suffisante? Alors il y a ici une marloquette, une discussion fondamentale entre le Orach Chaim Akadosh et le Kli Yakar. Le Orach Chaim dit que la première raison, c'est-à-dire le fait qu'ils ne nous ont pas devancés, précédés, accueillis avec du pain et de l'eau, était déjà en soi une raison suffisante. La Torah vient dire, oh, non seulement ils vous ont pas donné du pain et de l'eau, mais en plus de ça, ils voulaient vous maudire. Parce que, comme dit le Orach Chaim Akadosh, la raison qu'ils ont voulu nous maudire est plus grave que celle que de ne pas donner du pain et de l'eau. Alors si tu donnes la raison grave, t'as pas besoin de donner la raison moins grave. Alors il dit effectivement, une des réponses, il dit effectivement la première raison était suffisante, mais la Torah dit non seulement ils vous ont pas donné du pain et de l'eau, mais en plus de ça, ils ont voulu vous maudire. Alors pourquoi maudire, c'est pire que de ne pas donner du pain et de l'eau? On va voir. Je suis encore un peu dans les questions. Le Kli Yakar, il n'est pas d'accord avec le Orach Chaim. Il rapporte pas le Orach Chaim, ce sont des Mefarshim qui ne se citent pas, ils ne sont pas de la même période, etc. Mais le Kli Yakar écrit clairement que le fait qu'ils n'ont pas voulu nous donner du pain et de l'eau, c'est pas une raison suffisante. Il dit, est-ce parce qu'un peuple ne nous a pas donné du pain et de l'eau, alors pour ça, on va l'éloigner, parce qu'il y a une violence dans cet éloignement. C'est vrai, tu as raison. Ne pas donner à manger, c'est tuer matériellement, physiquement. Et maudire, c'est spirituel. En tout cas, ça peut toucher aussi le matériel, mais on comprend que la parole est d'un niveau supérieur. La question, c'est de savoir, est-ce que ne pas offrir du pain et de l'eau est en soi une raison suffisante? Le Orach Chaim dit oui, la première raison aurait suffi. Mais la Torah vient dire non seulement ils n'ont pas donné du pain et de l'eau, mais en plus de ça, ils ont maudit. Bon, mais ça répond pas pourquoi il faut deux raisons. Revenons au Kli Yakar. Le Kli Yakar dit, la première raison ne suffit pas. Alors je comprends pas. Si la première raison ne suffit pas, pourquoi la Torah l'a dit? La Torah aurait dû dire simplement, Ammon et Moab ne peuvent pas épouser une Bat Israël parce qu'ils ont voulu vous maudire. Pourquoi il faut passer par une raison qui s'appelle le pain et l'eau si cette raison n'est pas suffisante? Vous suivez un peu, hein? J'essaie d'être simple et clair. Si c'est pas clair, vous levez le doigt. C'est pas encore la rentrée. Mais, donc, pour le Orach Chaim, si la première raison suffit, pourquoi il en faut une deuxième? Et pour le Kli Yakar, si la première raison ne suffit pas, alors pourquoi la Torah, elle l'a dit? Premier point. Deuxième point, c'est quoi la discussion fondamentale qu'il y a entre le Orach Chaim et le Kli Yakar? C'est que le Orach Chaim, il dit, si tu m'as pas donné du pain et de l'eau, tu peux quand même rentrer dans le Klal Israël. Le Orach Chaim, il dit non, si tu m'as pas donné du pain et de l'eau, tu peux rentrer dans le Klal Israël. Tu peux pas rentrer. Dans une mitzvah, le corps et l'esprit travaillent. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Le corps et l'esprit travaillent. On essaie de redémarrer la saison avec le corps et l'esprit. Bezrat Hashem, Vinoam. On comprend que ce sont deux notions importantes. Mais pour le Orach Chaim Akadosh, bien sûr, il faut les deux. Mais le Orach Chaim, il dit, alors si tu ne me donnes pas de pain, tu ne peux pas construire un foyer. Le Kli Yakar, il dit bien sûr qu'on peut construire un foyer, même si... Alors c'est quoi leur discussion? Oui ou non? C'est quoi ici le fond de la discussion? C'est-à-dire que pour le Kli Yakar, s'il n'y a pas de repas dans le couple, c'est pas grave. C'est pas grave, tu ne vas pas donner du pain et de l'eau, mais il y a autre chose, on va pas se disputer pour une assiette. Le Orach Chaim, il dit non, c'est important. C'est quoi le fond ici de la marloquette? C'est quoi le fond de la discussion?
Avançons un peu. Rashi, dans le pasouk He, lorsqu'il est dit Al devar asher lo kidmu etrem, donc sur la première raison qui dit Ammon et Moab ne peuvent pas rentrer ne peuvent pas épouser une Bat Israël parce qu'ils nous ont pas donné du pain et de l'eau. Il dit Rashi, en vérité il faut couper le pasouk Al devar. Alors sur Edom, c'est les psukim d'après, je crois sur Esav, lo tetaev adomi ki achichaou. Tu touches l'interdit de Esav. Je suis dans Ammon et Moab. Le Rashi nous dit Al devar asher lo kidmu. Il faut lire dans ce pasouk une troisième raison. C'est quoi cette troisième raison? Vous l'avez cité tout à l'heure. Alaetsa sheyatsu etrem leartiachem. Ammon et Moab, vous vous rappelez dans le livre de Bamidbar Parashat Balak, ils ont eu le projet, ils vont essayer de mettre en place, en plus de nous maudire, de maudire le clan Israël, ils ont mis en place l'histoire des filles de Moab, donc la Etsa, le conseil, pour faire fauter le clan Israël. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans le pasouk, on voit deux raisons. J'ai déjà du mal à comprendre ces deux raisons. Et Rashi nous dit qu'en vérité, il y a trois raisons. Alors, on va les synthétiser et les dire simplement. La Torah nous dit un guerre, un converti du peuple de Ammon et Moab n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël, c'est-à-dire une jeune fille dont le père et la mère sont Israël depuis le début de l'histoire. Pourquoi? Ça veut dire que pour fonder un couple de Bat Israël, avec une Bat Israël, il y a des conditions. On en a dit dans la Torah de Rashi, expliqué dans le Siftei Chachamim, dans le Maharal Gourarié. Rashi va lire une troisième raison. Quelles sont ces trois raisons? Premièrement, parce qu'ils ne nous ont pas offert du pain et de l'eau. Deuxièmement, parce qu'ils ont voulu nous maudire. D'après Rashi, il faut dire troisièmement, c'est pas troisièmement, c'est la première raison. C'est parce qu'ils ont voulu nous faire fauter. Quand ils ont envoyé les jeunes filles de Moab, les princesses, toute l'histoire de Zimri ben Salou, etc. Donc premièrement, ils nous ont fait trébucher dans la faute, dans la débauche. Deuxièmement, ils nous ont pas donné à boire et à manger, donc ils n'ont pas la mida de chesed, de générosité, de bienveillance envers l'autre. Et troisièmement, ils ont voulu nous maudire. De cela, je vois qu'un couple est fondé sur trois notions. Premièrement, on va dire la pureté, pas seulement familiale dans le sens des lois de Nida, mais ça veut dire ne pas faire trébucher son conjoint. Il ne faut pas que le couple y soit sous le signe de la faute. Deuxièmement, à boire et à manger. Et troisièmement, donc l'aspect on va dire matériel basique. Et troisièmement, la parole, ne pas maudire. Je comprends que ces trois notions sont fondamentales dans le couple. Je pense que tout le monde le comprend aussi. C'est des grandes shélotes dans la halacha. Lorsque, dans un couple, il y a un des deux conjoints qui veut avancer, qui découvre la Torah, qui fait tchouva, et son conjoint n'est pas encore au niveau où il ne veut pas, où il refuse. Donc il y en a un qui avance dans le Shabbat, dans la cacheroute, etc. Comment on fait? Il y a des décalages au niveau de la pratique de la Torah et des mitzvot. Toujours est-il, c'est que si ton comportement me conduit à moi, à l'autre conjoint, à la faute, là on peut plus vivre ensemble. Si monsieur veut manger kasher et madame ne veut pas, et elle fait à manger pas kasher à la maison, ça s'appelle fauter. Si madame ne veut pas aller au mikvé, et monsieur veut respecter les lois de Taharat HaMishpacha ou le contraire, on peut pas s'entendre, etc., etc. Ça c'est la première raison, la première, on va dire, le premier point fondamental du couple. C'est le niveau de Torah. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas avancer dans la Torah pour faire plaisir à ma femme ou à mon mari? Certainement pas. Alors comment avancer dans la Torah sans abîmer son couple?
C'est des questions. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, les éléments matériels du couple, les chemoubaïm, c'est aussi la parnassa. Si monsieur, madame ne travaille pas, si personne ne travaille, il n'y a pas d'argent, comment on va manger, comment on va payer le loyer? Chasvé shalom, on ne divorce pas pour des raisons d'argent, mais l'argent est nécessaire pour le maintien du couple. Au moins ce qui est basique et nécessaire, comme le pain et l'eau. Bien sûr, si madame est dépensière ou monsieur, s'il rêve que de s'acheter une Ferrari, il n'arrive pas à finir le mois, ça va causer des problèmes dans le couple. Et enfin, troisièmement, la parole, comment tu parles à ta femme, comment tu parles à ton mari. La Torah nous dit, dans le couple, on ne doit sortir de notre bouche que des brachot, pas des klalotes. Tu y arriveras jamais, tu es bête, tout ce que tu fais, ça marche pas, tout ce que tu fais, c'est nul. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas exister. Donc, dans le concept du couple, je comprends ces trois raisons. Mais maintenant, je reviens, entre guillemets, à la technique de la mitzvah. Pourquoi cette mitzvah a-t-elle besoin de trois raisons? Ça, c'est la question. Alors, j'ai vu deux idées qui sont très importantes, qui sont majeures et fondamentales dans la vie d'un juif, et, je dirais, plus précisément dans l'histoire du couple, que nous allons voir tout de suite. La première idée, j'ai vu rapporter dans le Sefer Emouna Shelema de Rav Necker, l'élève de Rav Zilberstein, il ramène au nom du Maguide de Douvna. Et cette même idée, elle est rapportée dans le Me'am Loez, dans la Paracha au nom des Mefarshim. Et cette même idée est rapportée dans le Pardes Yosef au nom du Tiferet Shlomo. Ces trois Chachamim, ils disent la chose suivante. Ils disent, en vérité, la vraie raison pour laquelle Ammon et Moab ne peuvent pas rentrer dans le clan d'Israël, ne peuvent pas épouser une juive, c'est Lechem et Maïm. C'est parce qu'ils n'ont pas donné du pain et de l'eau. Donc pas comme le Kliyakar, mais plus comme le Horachaim. C'est ça la vraie raison. C'est incroyable que ça soit la vraie raison. Pourquoi? Parce que ça reste, comme vous avez dit, l'aspect matériel, physique du couple. On aurait pu penser que le couple va bien au-delà que du pain et de l'eau. C'est vrai, dirais-je. Cependant, les Chem et Maïm, même si ce sont les éléments élémentaires de la vie, mais le couple commence dans les éléments élémentaires. Après, on va voir la rouchaniout, le spirituel. Après, on va voir l'évolution. Ça, d'abord, c'est les Chem et Maïm. C'est la base. Si les éléments basiques du couple sont abîmés, alors on peut parler sur le concept de Shalom Bayit toute une nuit et toute une année, mais si à la base il y a un problème, c'est pas bien fondé, c'est pas soudé, c'est pas cimenté, alors tout le reste c'est du pipeau, c'est du blabla. Les Chem et Maïm, quel rapport tient avec la nourriture que ta femme elle te fait? Quel rapport madame elle a avec la nourriture qu'elle fait à son mari? Eh oui, je dis pas que le couple, il se limite à l'Echem et Maïm, pas du tout. Bien évidemment, dans le couple, il y a la Kdusha, etc. Les Avot Akdoshim, ils nous ont appris beaucoup depuis Adam et Chava, Noach et Nahama, etc. Et bien sûr, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo. On a beaucoup à apprendre des couples du Tanakh de la Torah. J'ai pas dit que c'est la nourriture qui cimente. On avait fait un petit raccourci. Je dis que le ciment, il se joue à la base. C'est pas les fondations du couple, mais c'est le point de départ. Mais d'ailleurs, tout celui qui a rencontré un jeune homme ou une jeune fille, le premier contact, certes, il est visuel, on se voit, on se plaît. C'est aussi parler, mais on s'invite. Je t'invite à boire un café, boire un Coca-Cola.
après on s'invite au restaurant, il se joue autour du repas des moments extrêmement puissants. Ça paraît, je sais pas comment dire, ça paraît peut-être simple ou je dirais pas idiot, mais ça paraît, quoi, c'est ça le couple? Eh ben, ça commence par le repas. Je dis pas que ça se termine avec le repas. Je dis, si les éléments élémentaires de la vie d'un couple, et oui, prendre un repas avec sa femme, c'est très important. J'ai très envie de rappeler la Mishnah à la fin du traité de Gittin, mais je le ferai pas. Celui qui veut, il ira voir là-bas la Mishnah à la fin du traité de Gittin. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, le couple, arrête mes coups d'échetli. Et pourquoi je dis pas, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le couple, ce n'est que un repas. Je suis en train de dire que le point de départ du couple, ce sont les notions élémentaires de base de tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on fait des avérotes. Espérons-le, en tout cas. C'est pas tous les jours que le couple il est confronté, on fait Shabbat ou pas, on mange kasher ou pas. C'est pas tous les jours que le couple il est confronté, que si on se parle bien ou on se parle mal. Il y a des moments où on se parle bien, et malheureusement, il y a des moments où on se parle mal. Mais manger, c'est 3 fois par jour. Le couple se retrouve, il commence dans l'assiette. Je dis pas qu'il se joue dans l'assiette. Je dis, il commence, c'est le point de départ. D'ailleurs, regardez dans la Torah, de façon certes très simplée, mais et simplifiée, l'histoire de Adam et Chava, c'est quoi? C'est une histoire d'un fruit qu'il ne faut pas manger. Adam et Chava, ils n'ont pas commis le znout. Au moins dans les psukim, oui, après il y a les midrashés, Chazal, il y a les textes des midrashim, mais dans la Torah elle nous présente un Adam Arishon qui mange un fruit qui lui est interdit, parce que sa femme lui a fait une compote d'un fruit qui a été interdit. Toute l'histoire de l'humanité tourne autour de ce fruit. Encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Tout l'enjeu n'est pas ici, mais tout commence de là. Je me lui a dit, tu mangeras pas le fruit, et Chava, elle va donner à manger à Adam. Donc il se joue bien des choses dans ce repas. Même si on travaille et on n'a pas le temps de manger entre midi et 2 ou le soir, mais ça fait partie des tâches communes dans le couple de s'asseoir et de manger. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le repas, c'est nul. La vérité, vous avez raison, vous savez quoi, on va avancer. Parce qu'aujourd'hui, un repas, à moins d'aller au restaurant, mais un repas à la maison, et encore, même au restaurant, mais voilà, on est à table, chacun il a son téléphone, soit disons on regarde les mails, les WhatsApp, les messages, ou on regarde les informations, ou je sais pas qu'est-ce qu'on regarde, mais on n'est plus en face de l'autre. On n'est plus avec l'autre. C'est dramatique. On a perdu de la saveur du repas. Donc j'y c'est intéressant que ces 3 Mefarshim, le Maguid de Douvna, le Me'amloez au nom des Mefarshim, et le Tiferet Shlomo rapporté dans le Pardes Yosef, et le Rachaim, nous disent que la raison de l'Echem et Maïm était suffisante pour dire que si tu sais pas prendre un repas avec ta femme, pardon, je le dis simplement comme ça, mais ça commence de là, je pense que l'idée elle est claire. Déjà ça suffit pour dire que tu peux pas épouser une Bat Israël. Alors pourquoi la Torah, elle nous a dit qu'ils ont voulu nous maudire? Ils disent ces 3 Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Ils disent la chose suivante. On aurait pu penser que si Ammon et Moab ne nous ont pas présenté du pain et de l'eau, c'est peut-être parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Peut-être que c'était des peuples qui étaient pauvres. Ça existe. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites, est-ce que tu peux me donner un peu de ton eau? Il dit, je suis désolé, j'en ai pas beaucoup, je peux pas. Voilà, il y a des gens qui sont malheureusement pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas les moyens de partager leur repas. Et on n'a pas le droit, ça s'appelle celui qui consomme Seuda Shename Sapeket les Baalea, on n'a pas le droit de
prendre une partie du repas de celui dont son repas ne lui suffit pas. Alors on aurait pu penser qu'il n'avait pas les moyens. Sur ça, la Torah, elle vient dire, bien sûr que vous avez les moyens. La preuve, c'est que vous avez payé très cher Bil'am pour nous maudire. Donc de l'argent, t'y en a. Ne fais pas croire à ta femme que t'as pas de fric. Ne fais pas croire à ton mari, et vice-versa, mitzvah de la femme. Et il dit donc, en tout cas dans le Maguide de Douvna, il le dit clairement, tel que c'est rapporté dans les Bouddha chez Lema, il dit ça veut dire que ce qu'on reproche à Ammon et Moab, c'est d'avoir utilisé leur argent, leur richesse, à mauvais escient. Si l'argent que tu gagnes, tu l'investis pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, dans ton couple, d'un commun accord avec ton épouse, si tu fais ce que tu veux avec ton argent et tu n'as pas de considération avec celle qui anime ta vie ou avec celui qui anime ta vie, tu peux pas fonder un foyer fort. Alors ce qui est très intéressant, c'est que depuis l'émancipation, les femmes travaillent, j'ai rien contre, c'est très bien, ça permet aux hommes d'étudier la Torah, mais on en est arrivé aujourd'hui, chacun il a son compte, chacun il a sa voiture, chacun il a sa maison. Je me demande même pourquoi les gens ils se marient. Et d'ailleurs ils se marient plus ou moins et ils divorcent plus vite. Dans la Torah, on partage son argent, quoique normalement Mina Torah, il incombe à l'homme de ramener la parnassa. Alors si la femme elle veut, comme il dit Ravolbé, c'est un chesed que la femme elle fait d'apporter la parnassa. Bien souvent la parnassa de l'homme ne suffit pas. Mais en tout cas, l'argent occupe une place importante dans l'équilibre du couple. Et il faut faire très attention. On ne se marie pas, certes pour l'argent, comme la Gemara elle dit dans Masechet Kiddushin, dans la Sarah Yochassid. Celui qui cherche une femme qui est riche parce qu'il veut épouser une riche, il n'a rien compris au couple. Mais en tout cas, l'argent et sa gestion sont aussi des notions fondamentales du couple. Et le Maguide de Douvna dit, ce qu'on reproche à Ammon et Moab, c'est de ne pas avoir fait du chesed alors qu'ils en avaient les moyens. Mais au lieu de mettre leur argent pour faire des choses bénéfiques et nobles, ils ont mis leur argent pour détruire. Donc la vraie raison, c'est parce que c'est l'Echem Vemaïm. Et si vous voulez nous faire croire que vous n'aviez pas d'argent, alors c'est pas vrai, on sait que vous en aviez plein parce que on a bien vu ce que vous avez fait avec votre argent. Cependant, il manque une raison, celle de Rashi, là et de ça qu'ils ont voulu nous faire fauter. Alors, Moraï et Rabotai, il y a ici une idée extraordinaire du Ramban, Nachmanide, Rabbeinu Moshe ben Nachman. On lira quelques phrases, mais vous pouvez le voir dans les mots. Il va expliquer quelle est la clé de l'équilibre, ou le ciment, on va dire, du couple. À travers ce qui va dire le Ramban, je vais utiliser ce que dit le Ramban pour dire qu'en vérité, les trois raisons données n'en forment qu'une. En vérité, ceux qui ont voulu nous faire fauter, ceux qui ne nous ont pas donné du pain et de l'eau, et ceux qui ont payé Bil'am de nous maudire, ces trois exercices ne sont que l'expression d'une seule et unique mauvaise mida qu'ils avaient. Elles sont l'expression des exemples. C'est comme si la Torah disait, vous avez un problème. Et ce problème, on l'a vu dans ces trois domaines. Mais voilà trois exemples qui relatent, qui définissent, qui expriment le problème fondamental de Ammon et Moab. Et que ce problème fondamental, il va devenir le fondement du couple. Quelle est cette mida fondamentale? Il dit le Ramban quelque chose d'incroyable. Il dit Ammon et Moab,
ils ont reçu dans l'histoire les ancêtres. Ils étaient Gemoulé Chesed me Avraham. Shetzil Avihem Meima Mina Cherev et Hashevi. Comme c'est écrit dans Bereshit. Regardez dans Bereshit, chapitre 14, verset 16. Ubisruto Shalcham Hashem mitoch ha'afecha. Le Ramban, il rappelle ce qui est écrit dans Bereshit. Il faut remonter au début de la Torah pour bien comprendre le problème d'Amon et Moab. Amon et Moab, ce sont deux peuples qui ont connu des guerres. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui existent depuis l'Antiquité. Là, on est à la fin des 40 ans du désert et l'histoire de Avram, c'est au moins 2000 ans avant. Et voilà qu'il y a 2000 ans, et là, votre question des midotes génétiques, elle prend un sens. Voilà qu'Avram Avinu, il s'est occupé de tes ancêtres. Et de vous, de Amon et Moab, on n'attend pas un tel retour, qui s'appelle, je vais essayer de le retrouver dans les mots, Ve'ayu chayavim lasot tova im Israël. Ton ancêtre, même s'il y a 2000 ans en arrière, il a reçu un bienfait de mon ancêtre. Alors toi, aujourd'hui, même 2000 et 3000 ans après, tu dois avoir de la karatatov envers le descendant de celui qui a fait un chesed à ton ascendant. La notion de Hakarat Hatov, elle est tellement fondamentale que Rav Wolbe nous dit que le contraire de la foi, de la Emouna ou Akadosh Baruch Hu, c'est pas celui qui croit pas en Dieu. Le contraire de la foi, c'est Kafouï Tova, c'est l'ingratitude. Je reviens au Ramban. Le Ramban, il dit de vous, Amon et Moab, on attendait plus que les autres peuples. Parce que vous, Amon et Moab, regardez dans Bereshit, vous avez reçu une tova de notre ancêtre. Donc si ton ancêtre a reçu une tova de mon ancêtre, la tova que ton ancêtre a reçue de mon ancêtre implique que les descendants jusqu'à la fin des temps doivent être redevables envers les descendants de ceux qui ont rendu un service à ton grand-père. C'est pas mon grand-père, il a reçu un service à ton grand-père, tant mieux pour lui. Si mon grand-père, il a reçu un bienfait de ton grand-père, on a exactement, ça va bien avec la suite des psukim aussi, avec le Mitzri, exactement. L'Otetaev Adomi, après il y a le Mitzri, qui gagne Raïta Be'artso, exactement. J'ai pas le droit d'être ingrat avec le descendant